Bonjour, je m'appelle Gimlet. Je me trouve actuellement quelque part sur notre chère planète bleue. Saurez-vous retrouver la contrée dans laquelle je me trouve? Pour vous aider, je peux vous donner 3 indices. Indice 1. Tout d'abord, les îles de ce pays sont connues pour être un haut lieu de festivités et d'amusement pour les jeunes vacanciers. Essentiellement pour ses plages, ses boîtes de nuit et son soleil brûlant. Indice 2. Ensuite, ce pays, du fait de son emplacement stratégique entre 2 continents, fut l'objet de nombreuses guerres pour son contrôle et le centre d'un gigantesque siège qui opposa plusieurs dizaines de milliers de soldats et chevaliers, chrétiens contre musulmans, à une époque lointaine. Indice 3. Et enfin, de par son histoire mouvementée, ce pays a une culture riche de sa mixité et de ses échanges. Différentes cultures s'entremêlent. L'influence architecturale arabo-musulmane est très visible, malgré la reprise progressive du pays par les Européens et la domination de la religion chrétienne. Vous l'avez trouvé? Bien! Mais en êtes-vous si sûr? Si vous avez la bonne réponse, alors vous êtes de vrais vagabonds. Pour ceux qui ne l'auraient pas, alors il vous reste encore un peu de chemin à parcourir. Quoi qu'il en soit, partons ensemble à ces découvertes. Vagabonds, en route! Hein? Je vous parlais en fait de Malte. Mais si, vous savez, cette petite île située au sud de la Sicile, invisible aux yeux de Google Maps en dézoom. Bon, attendez, je vais faire un petit zoom pour vous. Voilà. Malte est le plus petit état de l'Union Européenne, 316 km². Ordre d'idée, la Corse est 27 fois plus grande que Malte. 3 îles principales la composent, Malte, Gozo et Comino. En parlant de kilomètres carrés, la densité de population de Malte est de 1358 habitants au kilomètre carré, ce qui est énorme, c'est une des plus fortes du monde. La France, à titre de comparaison, a une densité de 98,8 habitants au kilomètre carré. Le climat est chaud et sec, quasiment désertique. L'absence d'arbres ou de haute végétation rend en été les conditions de visite plus que difficiles, liées au manque d'ombre notamment. L'humidité et le vent sirocco, humide et sec, fait monter la température jusqu'à plus de 30 degrés facilement. De l'eau en abondance et une bonne dose de bravoure sont recommandées pour arpenter les lieux visitables. Néanmoins, l'eau peut être un refuge. Comptant autant de sites de plongée que de méduses, parfois, visiter la vie sous-marine à Malte est une activité fort sympathique. Pensez à se renseigner sur la qualité des écoles de plongée. Certaines sont parfois très louches. Allez, je vous sens en forme, abordons maintenant quelques points d'histoire et les dates clés de l'histoire maltaise. Il y a eu 2 siècles de domination arabe, 9e siècle au 11e siècle. Malte leur doit notamment la culture des agrumes et du coton. Cependant, le plus marquant des héritages est sûrement l'héritage anglais. Cabine téléphonique rouge, boîte aux lettres, fish and chips vendus dans les restaurants. La langue anglaise est l'exemple le plus frappant. Même si les Anglais n'ont colonisé Malte que 150 ans, leur culture et leurs habitudes sont restées à Malte. Ces habitudes ne sont donc pas prêtes de filer à l'anglaise. Le 18 mai 1565, les Turcs et les Ottomans envahirent l'île de Malte sous l'ordre de Soliman le Magnifique, 10e sultan ottoman, avec 138 vaisseaux et 30 000 combattants à leur bord. Jean Parisot de la Valette, un Français, 49e grand maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, chargé de la défense de Malte à cette époque, réunit 9000 hommes et un peu plus de 500 chevaliers. Vous l'aurez compris, trop peu pour résister aux invasions turques et ottomanes. La Valette demanda alors des renforts à ses voisins espagnols, avec qui il avait conclu des alliances politiques. Ces derniers ne répondirent pas à l'appel, car trop occupés par d'autres batailles ailleurs en Europe.
Durant des mois, les chevaliers de l'ordre résistèrent vaillamment derrière leur défense, jusqu'en septembre 1565, lorsque les renforts espagnols arrivèrent à Malte. Plus de 8500 hommes et quelques 250 chevaliers firent tomber les Turcs et les Ottomans en octobre 1565. C'est à la suite de cette bataille que fut construite la ville de La Valette, dont le nom a été donné en hommage aux Français. Elle devint nouvelle capitale de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1566. Bien que Malte soit une petite île, les lieux et les places d'intérêt à voir sont nombreux. J'ai donc sélectionné pour vous les plus marquants. La Valette est et sera la capitale européenne de la culture en 2018. Ils le disent en avance, mais ils sont fiers de l'annoncer. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Riche de musées, cathédrales, mais aussi de palais et d'armureries, elle regorge de lieux insolites et d'endroits pour des gens comme vous et moi. Il a fallu faire un choix drastique, tant la liste des merveilles à voir peut vite s'allonger. J'en ai donc sélectionné 4. Le Grand Master Palace, ou le Palais des Maîtres, la St. John Crow Cathedral, la Casa Ricola et le Old Theatre. Commençons maintenant par le Grand Master Palace. Il a été le siège du pouvoir de l'ordre jusqu'en 1798. Il sert aujourd'hui au Parlement maltais. Mais en pénétrant dans le palais, la pièce la plus importante à mes yeux est l'armurerie. De celle extravagante et dorée de Alof de Vignacourt, jusqu'à celle des Ottomans lors du Grand Siège. D'étranges casques, avec d'étranges formes pesant 30 kg ou plus, des fois, sont également présentés ici. Lorsque vous entrez dans l'armurerie, 2 différentes pièces distinctes sont visibles. L'une présente les armures ainsi que les attirails de guerre, et pas les armes, et l'autre quant à elle présente l'une des plus riches collections d'armes d'Europe. Édifiée entre 1573 et 1577, soit en 4 ans, l'église fut promue cathédrale en 1816 par le pape Pie VII. Entre les 9 chapelles de l'ordre, son intérieur baroque, sa grande nécropole et ses 369 pierres tombales, la cathédrale est unique et magnifique. Bienvenue dans le Old Theatre, ou le Teatro Manuel. Avant de vous en parler plus en détail, commentons son plafond. Vous voyez probablement d'en dessous qu'il est en forme de dôme, n'est-ce pas? Celui-ci est en fait une illusion d'optique, car en réalité, il est aussi plat que le dos d'une brosse à dents. Le grand maître Antonio di Binella a conçu ce théâtre en 1731 dans le but d'amuser les foules. Pour la petite anecdote, nous trouvons actuellement dans le second balcon à gauche de la scène, depuis lequel une femme a lâché son bébé. Elle a sauté après lui, mais malheureusement est morte sur le coup. Depuis lors, son fantôme hante ces lieux. Notre visite de La Valette s'achève avec la Casa Rocca Piccola, charmante demeure toujours habitée par les descendants de la famille du marquis de Piero. Seulement la visite guidée est disponible afin de pouvoir rentrer. L'intérieur contient beaucoup de peintures, mobilier d'époque et attirails. Certains, comme ce mobilier chinois, cachent en fait un hôtel. La visite se termine avec des souterrains. C'est en fait ici que la famille trouvait refuge en prévision d'attaques imprévues. Mais il y a aussi beaucoup d'eau et d'écho.
Avant que La Valette soit la capitale de Malte, ce fut Mdina, surnommée la cité du silence ou la ville silencieuse. Silencieuse, car dans une grande partie de la cité, les voitures sont interdites, ce qui, vous l'imaginez, lui procure un charme supplémentaire. Si vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est la porte principale de Mdina, qui reste inchangée depuis près de 4 siècles. Elle a vu passer des générations et des civilisations différentes, comme les Phéniciens, constructeurs de cette ville 700 ans avant Jésus-Christ, les Grecs, les Arabes, les Normands, oui, vous avez bien entendu, qui découlent de Northmen, hommes du Nord, ou Vikings, quoi, qui envahit une partie du sud de l'Europe en Méditerranée, ainsi que les chevaliers de l'ordre de Malte, et même les Français, durant 2 petits jours en juin 1798. La sacrée Napoléon. Sur votre droite se trouve la cathédrale Saint-Paul, sur votre gauche se trouve le musée. L'entrée est payante, mais c'est la seule façon d'avoir un ticket pour également pouvoir accéder à la cathédrale. Alors allons-y! Je ressors juste de la visite de la cathédrale du musée, et elle était plutôt pas mal, je dois avouer. Elle est vraiment grande et son dôme est aussi impressionnant que la cathédrale en elle-même. Pour ce qui est du prix, c'est de 5 € pour un adulte et 3,50 € pour un étudiant. Pour ce qui est du musée, il est de 2 étages, mais malheureusement on n'a pas pu avoir de photos et de vidéos parce qu'elle s'est interdite. Mais pour le reste, je vous le recommande fortement. Fontanella. Vous aimez les gâteaux? Ils en sont les spécialistes. Un des meilleurs desserts que j'ai jamais mangé. De plus, le restaurant surplombe l'île de Malte du haut des remparts de Mdina. Je recommande fortement ce restaurant. Et si vous hésitez entre différents choix, prenez tout simplement tout. Rabat. Cité voisine de Mdina et première chrétienne, la ville a changé et compte plus de 12 000 habitants. Mais elle garde son esprit mystique et religieux d'antan. Une petite marche aux alentours de la ville fera oublier la haute saison et la pression touristique d'autres endroits. Beaucoup de gens pourraient vous recommander de visiter les catacombes et le musée qui se trouve derrière moi. J'en fais pas partie, car il n'a pas cette mise en valeur qu'on pourrait retrouver à Paris, par exemple avec ses crânes et ses ossements. Ici, c'est juste de longs tunnels sombres où on peut simplement voir l'ancien emplacement des corps. L'entrée est payante, et je ne le recommande pas, il y a des choses bien meilleures à voir à Malte. Pour vous rendre au Blue Lagoon ou sur l'île de Comino, il vous suffit de prendre un des nombreux bateaux se rendant sur l'île, pour un prix aux alentours de 20 € pour la journée complète, open bar ou non. Une extrême concurrence est présente entre eux et de nombreux choix s'offriront à vous. Ne vous laissez pas influencer par les open bars ou les boissons incluses, c'est souvent de la piètre qualité. Optez pour le meilleur service au meilleur prix. En pleine saison, certains comme Captain Morgan ou d'autres sont remplis, et vraiment remplis. L'autre option est l'utilisation de petits bateaux servant de transfert de Malte à Comino. Le lieu le plus fréquenté à Malte en haute saison est bien entendu le Blue Lagoon, dérivé en cocktail ou ayant servi de lieu de tournage pour le film Le Comte de Monte Cristo, avec Girard, notre ami Girard dans le rôle principal. Mais ne vous méprenez pas, chers amis. Si vous souhaitez être seul, vous n'êtes pas au bon endroit. Les plages de sable sont littéralement recouvertes de transats, de parasols et de touristes, ne vous laissant aucune place pour circuler. Je vous laisse jeter. Ah oui, j'avais oublié de mentionner leur immensité. Mais suivez-moi. Je sais que les touristes sont feignants et ne souhaitent pas marcher plus de 5 minutes, mais je connais un endroit où quelques courageux vont pour plus de tranquillité. C'est juste ici.
Et voilà. Bon, je vous avoue, la mer est moins bleue. Mais est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Ouais, c'est l'essentiel pour vous. Je le lis dans vos yeux. Oui, j'arrive à lire dans vos yeux. Je peux le faire, je peux le faire. Je communique par les yeux avec vous. Il suffit que chaque personne ayant ouvert le livre d'Harry Potter, tome 5, chapitre 33, à partir de ce moment-là, je peux lire dans vos yeux. Je peux lire dans les yeux de personnes telles que vous, qui êtes unique. Le Blue Lagoon n'en reste pas moins un lieu idéal pour bronzer et nager. De ces falaises, au sud-ouest de Malte, c'est à 250 mètres de hauteur que l'on surplombe la mer Méditerranée. De mon point de vue, c'est le plus beau point de vue que Malte eût voulu que l'on eût vu. Ayant vu ce point de vue, je n'en serais pas allègrement cru de dire « Qui l'eût cru ?» La mer semble si calme tant elle paraît loin, mais attention de ne pas tomber. Pour les plus vagabonds d'entre vous, vous pouvez descendre le long du chemin et vous rapprocher de la mer. Pour les moins vagabonds d'entre vous en l'occurrence, ce banc peut servir de parfait couchage, repose-pied ou appui-tête. En marchant à l'est des falaises, vous tomberez nez à nez avec Bobbyland, un très bon restaurant un peu isolé qui sert des plats typiques maltais comme des spaghettis. Oui, des spaghettis, mais pas n'importe lesquels, avec de la sauce au lapin, ainsi que des penne avec de la pieuvre octopus. En parlant toujours de magnifiques diaporamas ou de splendides points de vue, mais cette fois sur l'île de Gozo, Victoria est la ville capitale idéale. Son nom fut changé en 1897 de Rabat à Victoria pour fêter le 60e anniversaire de la reine d'Angleterre. Encore abritée de remparts, la citadelle cache encore de belles choses en son sein. L'ancienne prison, par exemple, courte visite mais fort sympathique, présente la condition de prisonnier de l'époque, qui était, admettons-le, plus que bonne. 2 portions de fromage, du poisson salé, et quelques olives le lundi, mercredi, vendredi et samedi, et du porc et du bœuf durant ces jours-ci. Ils étaient également accompagnés de café, soupe, 30 morceaux de pain, oui, 30, du thé et du lait. Ouais, c'était pas si mal d'être prisonnier à l'époque. La citadelle de Victoria propose également le musée du folklore, qui se situe dans une maison rescapée au tremblement de terre de 1693. On y trouve des outils de l'époque, des instruments de musique un peu loufoques, et un atelier de maréchal Ferrand. En s'enfonçant dans la citadelle, vous apercevrez des jardins et des beaux dégradés d'herbes en montée. Mais attendez, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais qu'est-ce que je fais là? Oh putain, j'enlève mon sac. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bon. Allez, reprenons. Nous nous dirigeons maintenant vers Dwera Bay, l'un des premiers sites de plongée de Gozo, un lieu spectaculaire qui abrite de magnifiques coins de baignade et 2 sites valant le détour. Il y a 2 choses très intéressantes à voir ici. La première, est-ce que vous voyez cette sorte de grande crevasse creusée dans la roche juste ici? Elle est appelée le Blue Hole, ça veut dire le trou bleu. Bon, je sais, c'est loin d'être glamour. D'une profondeur de 25 mètres, elle communique avec une mer intérieure, la mer Méditerranée. Elle a été créée suite à l'effondrement d'une caverne. Et la deuxième chose, à l'ouest de Dwera Bay, est un lieu de baignade ou de contemplation. L'Azure Window agite notre esprit. Pour la petite anecdote, l'équipe de tournage de Game of Thrones, saison 1, ont foulé ces terres. Je me sens comme un enfant. Khal Drogo et Daenerys étaient juste ici. Et là aussi. Enfin, à peu près. L'érosion de la roche a ouvert cette magnifique arche qui est désormais le symbole de l'île de Gozo. Une petite pause ici car j'ai quelque chose d'important à vous dire. Cette vidéo a été tournée et montée il y a 1 an. J'ai attendu avant de la mettre en ligne.
Le problème, c'est que durant cet instant, le 8 mars 2017, l'Azure Window malheureusement s'est effondré après une grosse tempête. Donc ça pourrait être la première ou dernière fois que vous la verrez. Gozo a perdu un symbole. Pour cela, honorons-la avec une bonne musique et les dernières images d'elle. Mais plus et mais moins pour Malte. Si vous préférez, ce qui m'a plu et déplu lorsque l'on voyage à Malte. Allons-y. Commençons dès maintenant par les plus. L'impression d'être partout et nulle part à la fois. Tant le mélange de culture et de touristes étrangers est fort, on a l'impression de voyager tout le temps. C'est vraiment un plus pour moi de pouvoir rencontrer une personne écossaise et indonésienne au même moment dans la même rue. Mais également... C'est un lieu festif. 1,5 million d'étudiants sont attendus chaque année entre juillet et août. Et où ça? À Pagefield. Ah, Pagefield. Le lieu le plus bruyant et le plus éclairé qui m'a été donné de voir dans tout Malte. Ce lieu est le lieu des folies. Si vous voulez de la tranquillité ou de la sagesse, ce n'est pas ici que vous pourrez en trouver. Tous les bars, toutes les boîtes de nuit sont ouvertes tous les soirs en haute saison. Donc beaucoup de personnes y sont intéressées et se laissent emporter. Une légende raconte qu'on pourrait trouver de l'argent tombé de la poche d'un malheureux ivre ici, tous les soirs. Je n'ai jamais rien trouvé personnellement. Attaquons maintenant les moins. Amateurs de sable fin et immenses plages seront déçus. Seulement 3 ou 4 plages, souvent bondées, sont idéales pour la bronzette et la baignade. Le reste se compose de criques ou de plages de cailloux où il faut lutter pour entrer dans l'eau et ne pas glisser. En juillet et août, l'île n'est pas adaptée pour un si grand nombre de touristes. Le service de bus n'est également pas des meilleurs. Par exemple, si le bus est complet, le chauffeur ne s'arrête tout simplement pas. Le bus peut être en avance, ce qui est peu commun. Il peut être également en retard, parfois vraiment en retard. Et si par exemple vous voulez atteindre l'est de Malte, c'est très facile, Sliema, La Valette, parce que tous les bus partent de La Valette. Par contre après, pour aller au centre ou au nord, ça devient tout de suite plus compliqué. Ensuite, il faut opter pour un taxi, ce qui est 3 fois plus cher, ou alors avoir votre propre voiture. C'est peut-être le meilleur moyen de voyager dans Malte. J'espère que vous avez aimé vagabonder avec moi. Si oui, pouce vert, sinon pouce rouge ou phosphorescent. Si jamais les plateformes de diffusion mettent à jour leur système, on ne sait jamais. Je vous fais à tous un bisou tortue, bande de vagabonds. Et pour les plus expérimentés d'entre vous, un petit défi. Retrouvez l'endroit typique où je me trouve. C'est maintenant votre tour de vagabonder et partager. Comme on dit au revoir en maltais, il simlek!